Bonsoir, soyez les bienvenus. Mesdames et messieurs, chers amis, en suivant les directives des autorités liées au Covid-19, notre comité d'organisation que j'ai l'honneur de présider a dû annuler la commémoration prévue ce soir au Théâtre de Le Mans. Cela étant, notre devoir de mémoire des 6 millions de victimes du régime nazi demeure. Et le Covid-19 n'a pas affaibli l'antisémitisme, le racisme et l'exclusion, bien au contraire. Même avec les contraintes actuelles, nous avons le devoir de continuer à transmettre le message universel de la Shoah. Notre comité vous remercie d'être présents nombreux pour commémorer Yom HaShoah de manière interconnectée. Vous pouvez participer en faisant un like qui va s'ajouter aux bougies qui seront allumées tout à l'heure ou nous écrire. Ce virus et ce confinement nous rappellent que l'humanité tout entière est exposée sans distinction de sexe, de race, de couleur et de genre, et que tout être humain est créé à l'image de Dieu, et celui qui porte atteinte à un être humain fait un péché devant Dieu et devant son prochain. Pourtant, nous constatons 75 ans après la libération des camps, la montée d'un antisémitisme décomplexé et des propos racistes et xénophobes inadmissibles dans les réseaux sociaux. Les derniers rapports de la CICAD nous préoccupent. C'est pour nous battre contre ces dérives que notre commémoration prend tout son sens. La Shoah nous démontre la capacité humaine à l'inhumanité, la dépravation et la bestialité. Alors que les derniers survivants et libérateurs nous quittent peu à peu, nous avons le devoir commun de nous assurer que le message universel de la Shoah ne disparaît pas avec eux. Des Juifs sont morts à Auschwitz, mais malheureusement, l'antisémitisme n'est pas mort à Auschwitz. Eddie Devine a publié le seul roman écrit à Auschwitz, paru ce janvier dernier, intitulé « Dernière étape à Auschwitz », racontant son périple. Il dit « Vous êtes fatigué, malade et dégoûté de vous-même, parce que vous êtes un humain et parce que l'SS est aussi un humain. » Le professeur Yehuda Bauer de Yad Vashem a rappelé dernièrement qu'en 1936, Hitler ordonne à son second Göring de se préparer à une guerre 4 ans plus tard contre le bolchevisme qu'il décrit comme juif. En janvier 1939, il rappela au Reichstag que l'objectif de la guerre est d'éradiquer les Juifs. L'objectif de la guerre fut donc l'antisémitisme. La guerre a causé 35 millions de morts en Europe, dont quelques 6 millions de Juifs. Les autres 29 millions étaient non-juifs, morts à cause de l'antisémitisme. Voilà 35 millions de raisons de se rappeler et de combattre l'antisémitisme. Le combat contre l'antisémitisme nécessite une législation plus stricte et un effort éducatif plus intense depuis le plus jeune âge. Mesdames et messieurs, un effort spécial a été entrepris par des bénévoles pour préparer, tout en respectant les directives sanitaires, cette commémoration et je les remercie. Merci à nos sponsors et nos généreux donateurs. Nous vous remercions de vous joindre à nous pour commémorer les victimes de la Shoah, pour nous opposer à l'accroissement inquiétant de l'antisémitisme, du racisme et de la discrimination. Pour clamer haut et fort le message universel de la Shoah, plus jamais cela. Nous vous souhaitons une excellente santé. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons. Vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis. Considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Considérez si c'est une femme
que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants. Ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Si c'est un homme, Primo Levi. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que j'interviens ce soir à l'occasion de cette cérémonie de Yom HaShoah. Yom HaShoah pour les autorités de la ville de Genève, ce n'est pas uniquement une commémoration, un moment où l'on interroge et où l'on se souvient du passé. C'est avant tout un moment qui permet d'interroger le présent, la société dans laquelle on vit au quotidien. Est-ce que cette société, aujourd'hui, est mieux armée pour combattre les thèses, les propos antisémites? Est-ce que cette société, aujourd'hui, est plus mature, plus adulte pour faire face aux stéréotypes, aux discours de rejet de l'autre? Le constat, alors que nous vivons une pandémie mondiale, un moment sans précédent, le constat c'est que à la fois les autorités politiques, mais également les citoyennes et les citoyens doivent se montrer fermes, intransigeants, parce que les discours de haine, de rejet et d'antisémitisme ont toujours leur place dans nos sociétés. Yom HaShoah, c'est un moment qui rappelle que l'antisémitisme, ce n'est pas l'affaire des Juifs. L'antisémitisme, c'est l'affaire de chacune et de chacun. Car chacune et chacun, nous voulons être reconnus dans nos particularités, dans nos spécificités, mais nous voulons aussi être reconnus car nous appartenons et contribuons les uns et les autres, chacun à notre juste mesure, au bon fonctionnement, à la richesse culturelle, économique, artistique de notre société. Yom HaShoah, c'est un moment qui rappelle que nous devons être solidaires les uns avec les autres, nous devons être bienveillants, nous devons nous protéger, nous devons nous défendre collectivement contre les thèses antisémites, les stéréotypes, les propos qui rejettent, qui stigmatisent l'autre. C'est cela que Yom HaShoah représente pour les autorités de la ville de Genève. C'est une pensée, une commémoration qui appelle à l'action, qui appelle à l'intransigeance la plus forte face à tout discours qui stigmatise et qui rejette l'autre. Bien évidemment, nous avons une pensée pour les 6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont péri dans les camps. Mais nous avons également une pensée encore plus forte pour celles et ceux qui vivent aujourd'hui avec nous, à nos côtés, qui sont nos frères et nos sœurs, que nous devons protéger et défendre contre les attaques insensées auxquelles se livrent certaines et certains. Je vous remercie de votre attention. Ne dis jamais que c'est ton dernier chemin. Quand les jours bleus sont écrasés sous un ciel de plomb, cette heure viendra que nous avons tant espéré. Frappant le sol, nos pas diront « Nous sommes présents ». Des palmiers verts jusqu'au lointain pays neigeux, nous arrivons, le cœur en peine et douloureux. Et partout où une goutte de notre sang a coulé, c'est notre courage et notre force qui vont germer. Soleil futur, tu embellis le jour présent. Notre passé d'ombre et de haine disparaîtra avec nos tyrans. Si le soleil se perd avant le jour, avant l'aube, que notre chant soit un appel de génération à génération. Excellences, Monsieur le Président du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs, chers amis, j'aurais bien sûr préféré vous témoigner en personne mon amitié et celle du Conseil d'État en ce jour de deuil, ce jour de mémoire et d'hommage aux victimes. Les circonstances particulières que nous connaissons nous obligent néanmoins à nous adapter et à faire preuve d'inventivité. Je félicite le comité d'organisation d'avoir pris l'initiative de maintenir cette commémoration dans un format vidéo
et je suis émue, très émue même, d'y participer une fois encore cette année. Rien ne doit en effet pouvoir nous empêcher de nous recueillir et de nourrir ensemble le souvenir des victimes de la Shoah. Rien ne peut nous faire oublier l'essentiel et rien ne saurait nous détourner du devoir de mémoire qui nous incombe. Rien, mesdames et messieurs, pas même la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement et par laquelle nos vies familiales, nos vies sociales et professionnelles se voient profondément bouleversées. J'ai bien sûr une pensée particulière pour celles et ceux d'entre vous qui sont directement touchés par la maladie, et ainsi que pour leurs familles. En ces temps tourmentés, je vous invite toutes et tous à prendre soin de vous-même, à prendre soin des autres et à faire preuve de responsabilité et de solidarité. Comme tout événement de cette ampleur, la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui révèle le meilleur comme le pire de l'humanité. D'un côté, les gestes extraordinaires de solidarité et de reconnaissance se multiplient. Les gens s'entraident, ils prennent aussi garde à ne pas se mettre eux-mêmes ou les autres en danger. De l'autre côté, les théories du complot fleurissent sur les réseaux sociaux, prenant pour cible la communauté juive. Certains n'hésitent pas à utiliser la crise à leur avantage pour répandre des propos antisémites à une audience massive. Plusieurs pays s'inquiètent d'un lien entre la propagation du coronavirus et celle de l'antisémitisme. Cette haine qui se dévore sur Internet et sur les réseaux sociaux continue à s'exprimer de manière plus directe et plus violente encore. L'augmentation en Suisse romande en 2019 des actes antisémites sérieux en témoigne. Inlassablement, mesdames et messieurs, nous devons lutter de toutes nos forces contre ces dérives extrêmement préoccupantes. Inlassablement, nous devons rappeler que 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont péri sur la seule base de ces idées et de ces propos. La commémoration de Yom HaShoah doit servir à cela, servir à ce que nous n'oublions pas, à ce que nous n'oublions jamais, servir à ce que plus jamais de tels actes ne puissent se perpétrer à l'encontre du peuple juif comme à l'encontre de tout autre peuple. Aujourd'hui, par ma présence, le Conseil d'État est à vos côtés. Nous sommes unis en pensée avec les membres de notre communauté, avec les rescapés, avec leurs familles, pour marquer ensemble notre soutien et partager ce moment de recueillement. Je vous remercie de votre attention. Quand la nappe de gaz eut tout recouvert, il y eut dans le ciel noir de la chambre de mort un silence d'environ 1 minute. Coupé seulement par les hautes quintes de tout et par les manifestations de ceux qui étaient trop enfoncés dans l'agonie pour en faire l'offrande, et ruisseau d'abord, puis cascade, torrent irrépressible de majesté, le poème qu'à travers la fumée des incendies, et par-dessus les bûchers de l'histoire, les Juifs, qui depuis 2000 ans ne portaient pas l'épée, et n'eurent jamais ni royaume de mission, ni esclaves de couleur. Le vieux poème d'amour qu'il traçait en lettres de sang sur la dure écorce terrestre déferla dans la chambre à gaz. L'investi en domina le sombre ricanement abyssal. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Le dernier des justes, André Schwarzbach.
Il était prévu que M. Victor Peraya, rescapé de la Shoah, vienne témoigner lors de la cérémonie de Yom HaShoah. Comme les circonstances l'empêchent de venir à nous, Madame Sophie Nahum nous permet généreusement d'aller à lui en partageant sa rencontre avec M. Peraya à travers son documentaire « Les Derniers ». Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Victor. Il m'attend chez lui, avec sa fille Sarah. Bonjour. 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 Merci de me recevoir, oui. Enchantée. Je vous ai apporté le goûter. C'est gentil. Alors, vous avez eu combien d'enfants? Donc j'ai 2 enfants, ma fille qui est ici Oui. et mon fils qui est là. Victor est né en France. Il a grandi à Saint-Nazaire avec ses parents et son frère. Arrêté à 9 ans, il traverse toute la guerre avec sa mère. Ça c'est la photo de ma mère quand elle est revenue de déportation. Ah, après alors. Amou, petit. Vivi, chérie, sa maman qui l'aime beaucoup, beaucoup. 6, 12, 45. 3 ans plus tôt, le 15 juillet 1942, veille de la grande rafle du Veldiv, des Juifs sont raflés un peu partout en France, et notamment dans sa ville, à Saint-Nazaire. Il était environ 8 heures du soir. On était à table et tout d'un coup, on entend un camion qui rentre dans notre rue et qui s'arrête devant notre porte. De ce camion descendent 6 soldats allemands. On avait peur, ma mère et moi, mais on ouvre. Ils sont rentrés en force dans l'appartement. Et la première chose que l'officier qui les commandait a constaté, c'est que mon père n'était pas là. Il a donc demandé à ma mère, vous allez aller le chercher, et nous on garde l'enfant c'était moi, et si vous n'êtes pas là dans un quart d'heure, nous repartons et nous emportons avec nous l'enfant que vous ne reverrez jamais. Ma mère était affolée, elle pleurait, elle avait perdu un peu son sang-froid, mais elle savait pertinemment où était mon père, et elle est partie pour le chercher, et quand elle est revenue, moins d'un quart d'heure après, les Allemands nous ont dit, ne vous affolez pas, nous venons pour un simple contrôle d'identité, car la méthode des Allemands, c'était de faire croire, quand une situation difficile se présentait, de minimiser la gravité de la situation. Et donc, ils nous ont dit, pour que les gens ne résistent pas. Nous venons pour un simple contrôle d'identité. Dans 48 heures, vous êtes de nouveau chez vous. Et c'est là où on a appris qu'on était arrêtés tous les 3. Mon frère était avec mes grands-parents à Paris. Il n'était pas là, mais s'il avait été là, il aurait été arrêté également. Et ma mère a eu toute sa vie le remords d'avoir été chercher mon père. Robert, son père, est immédiatement envoyé à Auschwitz. Victor ne le reverra plus. Lui et sa mère Jeanne partent pour Drancy. Sur place, elle réussit miraculeusement à faire croire qu'elle est femme de prisonnier, une catégorie qui, à l'époque, n'est pas encore déportée. Grâce à ce mensonge, tous deux restent à Drancy. À Drancy, j'ai eu des amis très proches, des amis de cœur, d'enfants. Un garçon qui était un peu plus âgé que moi, et puis une petite fille qui avait mon âge. Et je crois que j'ai ressenti les premiers sentiments un peu amoureux pour cette petite fille, alors que j'avais 10 ans à l'époque, elle en avait 11. Et malheureusement, ces 2 amis proches, très proches, que j'aimais, sont partis le même jour, en 1943, dans la même déportation. Et moi, j'étais désespéré de les voir partir sans moi. J'ai même dit, je m'en rappelle à ma mère, est-ce qu'on ne peut pas se mettre dans le même convoi qu'eux et partir avec eux? À quoi ressemblait votre vie quotidienne en tant qu'enfant? Vous savez, quand on montait au 4e étage de Drancy, on voyait au loin la rue, avec les voitures qui passaient, avec des gens qui marchaient. Et malgré tout, je disais, ces gens que je vois là-bas marcher, eux, ils sont libres. Mais vous demandiez à votre mère pourquoi on est là, qu'est-ce que c'est, enfin...
Non, je savais que j'étais juif et qu'on arrêtait les juifs et c'est tout. Et c'est tout. Et je m'inquiétais pas pour l'avenir. D'abord, j'étais protégé, j'avais ma mère. Qu'est-ce qui peut m'arriver quand j'ai ma mère? Pourtant, au bout de 22 mois à Drancy, Victor est déporté à Bergen-Belsen, toujours avec sa mère. Et là, vous avez passé combien de temps? Là, j'ai passé presque un an. Quand on nous donnait le pain, une ration de pain de 4 cm, elle me donnait un petit centimètre à moi, en plus de ma ration de pain personnelle. Et c'était un sacrifice énorme. Et je me rendais même pas compte, moi j'acceptais. Elle a été une mère formidable. Vous savez, si je suis revenu, c'est parce que j'ai eu ma mère avec moi tout le temps. Et si elle est revenue, c'est parce qu'elle était avec moi tout le temps. Puis un jour, sentant le vent tourner, les Allemands décident d'embarquer les prisonniers morts-vivants dans des wagons à bestiaux en direction de l'Allemagne. On était une nuit dans ce train. Ma mère, à un moment, a bougé et a gêné la personne qui était à côté d'elle. Et on était dépourvus de tout sens moral, de toute idée de fraternité. Et qu'a fait cet homme? Il n'a rien trouvé de mieux que de la brutaliser. Et moi, j'étais désespéré parce que j'étais très faible et que je ne pouvais rien faire. Ce jour-là, le désespoir de ma mère, ça m'avait complètement démoralisé. Et là, j'ai dit à ma mère, j'en peux plus. Si c'est ça vivre, si vivre c'est souffrir, autant arrêter tout de suite. Maman pleurait. Elle m'a dit, il faut que tu résistes. On entendait effectivement le bruit du canon qui se rapprochait. Il faut que tu résistes, on va bientôt être libérés. Et la seule chose qui m'a fait réagir, elle m'a dit, si tu m'aimes, tu vas essayer de résister, tu vas revenir avec moi. Et c'est les Russes qui nous ont libérés. Mais dans le train? Dans le train. Victor a le typhus, mais il survit et est rapatrié avec sa mère. Il passe par le Lutetia. Vous savez, quand on est revenu de déportation, on a connu la misère. On n'est pas reparti de rien, on est reparti de moins, rien. De moins que rien. C'est-à-dire que nous, on a eu une enfance... On n'avait vraiment plus rien, ni sur le plan matériel, ni sur le plan des idées, ni sur le plan de la personnalité. Il a fallu tout reconstruire. De se refaire une santé, mais même pas physique, une santé morale. Oui. Parce qu'on est déstabilisé par ce qu'on avait vu, ces cadavres que j'ai vus allongés par terre, qu'on n'était plus vraiment des êtres humains normaux. Et pendant 40 ans, moi, j'ai pas pu parler. J'ai pas parlé à ma femme, j'ai pas parlé à mes enfants. Et j'ai essayé de vivre avec ça sans communiquer. J'avais quelque chose là qui me bloquait, mais j'avais honte un petit peu de ne pas avoir possibilité de dire à mes enfants. Ma fille, elle m'a posé beaucoup de questions. Petite? Petite. C'était impossible d'avoir une réponse. Je posais pourtant des questions, mais il n'y avait rien à faire et il ne me répondait pas. C'était des non-dits. Il me répondait pas, la réponse était plutôt quelque chose qui faisait qu'il fallait pas continuer, quoi, en fait. Et comme je pouvais pas parler, j'ai décidé d'écrire. Oui. J'ai mis 6 ans à écrire un texte. Et on ne le savait pas, nous. Hein. C'est même pas moi qui l'a donné, c'est à mon frère. Le jour de son anniversaire de ses 40 ans, il lui a offert ça comme cadeau. Oh, comment il a réagi? Mal. Ça lui a fait beaucoup de peine à mon frère. Il y a eu une espèce de malentendu dans les intentions. Pour lui, je pense, pour mon père, ça devait être le plus beau cadeau du monde qu'il lui offrait. Parce qu'il pouvait enfin Parce qu'il lui offrait quelque chose de précieux qu'on n'avait jamais réussi à avoir. Ouais. Et mon frère, c'est quelque chose de tellement lourd pour lui. D'ailleurs, il n'est pas capable d'être là à côté de nous sans pleurer. Enfin, c'est quelque chose de très douloureux pour lui. Donc, il a reçu ça comme quelque chose qui lui faisait mal, en fait. Puis alors moi, j'étais évidemment très en colère, parce que c'était pas à moi qu'il l'avait donné. Et vous avez l'impression que ça vous a marqué, vous? Enfin, est-ce que ça a eu des incidences, vous pensez, sur votre vie personnelle? Ah bah, c'est sûr. Eux, ce qu'ils nous ont transmis, c'est une force.
C'est une force de se battre tous les jours, c'est une force de conquérir, c'est une force d'avancer, c'est une force de courage, c'est une force... donc c'est vraiment vers la lumière, quoi. Ils nous ont donné cette foi en la vie. Et je ne sais pas comment ils ont fait. Avec ce qu'ils ont vécu, pour moi, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On leur demande une vigilance aussi. D'être prêts à se battre. À ne pas accepter la soumission. Et je crois que ça, tu nous l'as transmis, tu me le reproches d'ailleurs des fois, de me battre un peu trop. C'est-à-dire qu'il faut être raisonnable aussi. Bon, merci beaucoup. Le plaisir a été pour moi, si plaisir était. C'est-à-dire C'est-à-dire que de parler de ça, c'est pas vraiment quelque chose qui donne du plaisir. Non, c'est sûr. Mais le plaisir de vous rencontrer, ça, c'est autre chose. Merci beaucoup. Mais ça va, vous? Oui, ça va. C'est important. C'est important. Bon, au revoir, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Je vous fais la bise. כנפי השכינה במעלות כידושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים אעשה כל הנשמות של 6 מיליוני היהודים חללי השואה באירופה שנהרגו שנשחטו שנשרפו ושנספו על קידוש השם בידי המרצחים הגרמנים ועוזריהם משאר העמים בעבור שכל הקהל מתפלל לעילוי נשמותיהם לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור
בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם בגן עדן תמנוחתם וינוחו בשלום על משכבותיהם ויעמדו לגורלם לקץ הימים ונאמר